Bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez à travers vos petits écrans. Surtout, merci pour les amis de la diaspora qui ont répondu à toutes nos préoccupations et qui ont posé pas mal de sollicitations. Une fois de plus, je vous dis bonne fête chez vous en tout cas. Alors, pour cette année 2025, nous ouvrons en tout cas le débat avec l'Afrique, ici à Mag-le-Bazar, votre émission de prédilection, comme j'aime dire, votre émission socio-politique. Nous avons pensé réfléchir sur les changements qu'il y a en Afrique, ce qui est de droit d'ailleurs, pour essayer de comprendre la portée de ces changements, l'impact de ces changements et surtout le déclic. Raison pour laquelle notre titre, l'Afrique peut-elle se démarquer? Voilà. Et l'Afrique doit se démarquer ou doit-elle se démarquer? That's the question comme on dit. Mais en tout cas sur tous les plans. Pour ce faire ou pour se lancer dans cette entreprise aussi périlleuse, j'ai reçu sur ce plateau un homme peut-être spécial parce que il n'a pas l'habitude de fréquenter ce plateau. Il vient de très loin. C'est M. Dadis Tshiswaka. Il est coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023 en RDC. Il faut dire que c'est un monsieur qui fréquente, permettez-moi, pas mal de palais. C'est un monsieur qui est dans le relationnel, il est politique, il voyage beaucoup. Et nous avons profité donc de son séjour à Brazzaville pour essayer de le creuser sur cette question aussi importante, bien sûr que nous allons aborder un peu en passant l'actu de la RDC. Bonjour, monsieur Dadis. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci pour votre invitation. Je profite de l'occasion que vous nous offrez pour pouvoir présenter nos vœux aux sœurs et frères du Congo-Brazzaville, mais également aux différentes autorités de la République du Congo, en commençant par son Excellence Denis Sassou Nguesso, les membres du gouvernement et à l'ensemble des autorités de toutes les institutions de la République du Congo, au nom de ma plateforme politique Horizon 2023, mais également au nom des Congolais et des Africains. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi pour souhaiter, en tout cas, bonne fête aux frères et sœurs de la RDC, surtout à Fachi, comme nous aimons bien l'appeler, en tout cas, le président qui dit. Alors, voilà, vous êtes politique, c'est ça qui nous intéresse, notre plateau a de l'envergure politique. Avec vous, nous allons examiner ces questions, mais dans mes recherches, j'ai compris que vous avez une fibre panafricaine. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui nous intéresse beaucoup, et vous exercez la politique en RDC. Alors, avant tout, vous ne serez pas étranger à nos spectateurs. Alors, monsieur Dadi, qui êtes-vous réellement? Merci beaucoup pour la question. Monsieur Dadi Tshiswaka est un acteur politique en République démocratique du Congo depuis maintenant à peu près 23 ans. Je me définis comme un acteur libre de tous les carcans traditionnels politiques, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Je me définis contrairement comme un acteur qui s'inscrit dans la logique de la recherche de la souveraineté de l'Afrique, de la recherche de l'identité africaine, mais également de la recherche de, on va dire, de la civilisation africaine. Parce que, dit-on, nous ne pouvons absolument rien faire, on ne peut rien construire à partir du moment où on n'a pas de repères. Comme vous le savez, lorsqu'on n'a pas de repères, on a tendance à se perdre. Et donc aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence et se dire la vérité que l'Afrique est aujourd'hui un peu perdue, même si les signes de l'espoir commence un peu à se faire sentir, mais il y a du travail à faire et je pense que je suis cet acteur politique de la nouvelle génération politique africaine et congolaise de la République démocratique du Congo et libre, comme je le disais tout à l'heure, de tout le carcan, les carcans traditionnels politiques en République démocratique du Congo. C'est fort ce que vous venez de dire, hein. C'est fort d'écouter cela de la part d'un politique sans vous flatter vraiment, parce que vous faites un peu le retour vers les racines. Tout à fait. Alors, quand vous pensez cette Afrique qui doit se rechercher de nouveau, aller donc à ses fondements, alors quelle vision politique avez-vous? Ben écoute, la vision politique que personnellement nous portons au niveau d'Horizon 2023, elle est fondée sur trois principes. Ces principes sont la rupture, l'engagement et les résultats. Ces trois principes sont des principes pour nous qui, au fait, fondent et guident l'action politique
de notre organisation Horizon 2023. La rupture, parce qu'il est ici à l'évidence que si la jeunesse africaine, si la femme africaine, si les autorités africaines veulent voir une Afrique nouvelle, une Afrique dont Kwame Nkrumah, dont Lumumba, dont Sylvanus Olympio, dont les Nelson Mandela, ce sont les Sékou Touré, se sont battus les Thomas Sankara. Si on veut vraiment voir cette Afrique, si on veut davantage honorer la mémoire de ces pères des indépendances, de la liberté africaine, il y a la nécessité de rompre avec tout ce qui a détruit en fait nos nations et l'Afrique. Mais qu'est-ce qui a détruit qu'est-ce qui a détruit justement l'Afrique? Ce qui a détruit l'Afrique, c'est des régimes inféodés par les puissances occidentales. Voilà. Parce que c'est le cas de le dire, nos régimes ont été inféodés par les puissances occidentales. Souvenez-vous qu'à une certaine époque, vers les années 70, 80, nous vivions en Afrique dans ce qu'on a appelé les régimes uniques, ou sinon les régimes des partis-États. Et lorsque nous sommes sortis des régimes des partis-États, rappelez-vous de ce qu'on a appelé les discours de la Baule, voilà, avec les présidents François Mitterrand. Voilà. Lorsqu'il réunissait une trentaine de chefs d'État africains, dont à l'époque les maréchals Mobutu, où il fallait quitter les régimes des partis-États pour aller dans ce qu'ils appelaient la démocratie. Mais autour, qu'est-ce qui était sur la table? Il était question de faire l'échange entre l'obtention de la forme des démocraties voulues par les puissances occidentales avec l'aide au développement. Sauf que jusqu'aujourd'hui, nos nations ne sont absolument pas développées. Mais les démocraties, c'est avéré par après que ce n'était pas des démocraties, mais c'était plutôt des dictatures. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons une Afrique différente, une Afrique nouvelle, une Afrique qui commence à réfléchir sur comment capitaliser sur sa démographie, comment capitaliser sur les ressources que Dieu nous a données, ben, il faut rompre avec l'effet de pouvoir consentir l'inféodation de nos régimes par l'Occident, premièrement. Deuxièmement, il faut, ça c'est la première chose, c'était une réalité sur les plans exogènes. Mais maintenant, il y a des raisons aussi endogènes au niveau de l'Afrique. C'est la gouvernance. La gouvernance, elle est une gouvernance aujourd'hui en désuétude. Et donc, il faut changer la gouvernance en Afrique. La gouvernance ici, dans nos pays africains, est une gouvernance basée sur quoi? Basée sur les tribalismes. Une gouvernance basée sur la séparation des peuples. Une gouvernance basée sur la paupérisation, sur la peur. Une gouvernance basée sur les détournements des deniers publics. Une gouvernance basée sur les coulages des recettes de l'État. Une gouvernance basée sur la camaraderie. Une gouvernance basée sur les favoritismes, les népotismes. Et ces choses-là, il faut pouvoir rompre avec. Et ça, c'est notre vision de l'Afrique de demain et qui commence aujourd'hui. La troisième chose, une fois qu'on aura rompu avec ces antivaleurs, avec ces pesanteurs qui tirent l'Afrique vers les bas, il faut, deuxièmement, l'engagement. Il faut que les filles et les fils de l'Afrique prennent l'engagement de se dire, premièrement, que nous ne reviendrons pas sur les antivaleurs dont nous nous sommes séparés, avec lesquels nous avons rompu, pour pouvoir s'engager à faire les contraires avec quoi nous avons rompu. Mais c'est quoi ce que nous devons pouvoir promouvoir ? Plutôt que d'avoir des gouvernances basées sur des corruptions, il faut promouvoir des gouvernances basées sur la transparence dans la gestion de la chose publique. Il faut promouvoir des gouvernances basées sur la redistribution équitable des revenus nationaux. Il ne faut pas avoir, parce que dans ce qui se passe dans le pays africain, et particulièrement dans l'Afrique subsaharienne, c'est que vous avez une poignée de personnes qui se partagent l'essentiel des revenus de l'État, et tous les restes de la majorité des citoyens sont pauvres. Parce que même les classes moyennes, ils n'existent pas. Parce qu'il ne peut pas y exister des classes moyennes parce qu'on ne fait pas la promotion de l'entrepreneuriat. Les jeunes n'entreprennent pas. Or, les développements, l'émergence, il vient par l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat vous amène à ce qu'on appelle la création des petites et moyennes entreprises, des PMI, et ainsi de suite. Donc,
C'est des choses qui, encore en Afrique, n'existent pas. Il y a des engagements à prendre. Plutôt que d'avoir des gouvernances basées sur l'opulence, il faut plutôt avoir des gouvernances qui seraient basées sur la réduction des trains de vie, avoir des trains de vie des institutions mesurés avec les réalités des terrains. Il faut regarder les PIB de nos pays africains et des pays d'Afrique subsaharienne pour pouvoir comprendre la qualité de vie de nos populations. Et troisièmement, le troisième principe que Horizon 2023 défend dans sa vision de la société, c'est les résultats. Tout simplement parce que nous, on pense que l'Afrique d'aujourd'hui, et surtout ce que nous voulons, celle que nous voulons demain, elle ne peut pas se réaliser sans avoir des gouvernances qui seraient basées sur l'obligation des résultats. Absolument. On ne peut pas gérer les États. Nous ne pouvons pas gérer les États différemment que comme on gérerait des multinationales. Et donc, l'homme qu'il faut doit pouvoir se mettre à la place qu'il faut avec des missions précises et des résultats qui sont attendus et des deadlines qui sont fixés. Et à partir du moment où ces trois principes fondamentaux seront des mises dans les chefs des gouvernants, mais également des gouvernés, parce que nous, à Horizon, nous avons l'habitude de dire, ok, nous avons d'une part la responsabilité des autorités, de nos gouvernants, mais je pense que la plus grande responsabilité revient aussi aux citoyens. Absolument. Parce que les pouvoirs, il n'appartient pas à nos dirigeants. Les pouvoirs, il appartient au peuple. Ouais. Mais le peuple, il est patron de nos dirigeants. Mais quelle est l'attitude de ces peuples face à sa misère? Voilà. Donc, nous avons les devoirs aujourd'hui de faire en sorte que les peuples comprennent les rôles qu'il a à jouer dans la transformation, dans la mutation de l'Afrique que nous sommes en train aujourd'hui de négocier. Voilà, chers téléspectateurs, qui était de la présentation même de l'esprit. Donc, de Horizon 2023. Alors, franchement, je vous dirais que, au regard des politiques actuelles, au regard des vieilles écoles politiques africaines, léguées, il faut dire comme ça, par l'Occident de l'époque, et nous avons assuré donc la continuation. Et aujourd'hui, nous avons cette jeunesse qui est même en face de moi, parce que c'est vous qui débitez des choses. Je ne suis pas obligé d'aller loin, c'est vous qui débitez des choses. Alors, il faut peut-être vous poser la question de savoir qu'est-ce qui emmène cette jeunesse d'aujourd'hui, alors que ces vieux systèmes sont là? Qu'est-ce qui vous emmène à vous démarquer d'abord de ces systèmes, de penser autrement la gestion des États, de penser autrement la politique, de penser autrement la gestion, en fait, tout ce que vous venez de dire. Là, vous vous démarquez parce que vous parlez de rupture. Voilà. Et ensuite, on reviendra sur la rupture. Le déclic, c'est quoi? Le déclic aujourd'hui, c'est simplement que hier, par exemple, en République démocratique du Congo, moi je me rappelle que quand on grandissait, on allait au collège, à la maison, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision. Ouais, la OZRT, non, mais même la OZRT à l'époque. Tout ça. Et donc, l'information ne circulait pas. Et donc, rappelez-vous, à l'époque des indépendances, il y a une notion qu'on appelait la dupérie coloniale. La dupérie coloniale, elle consistait tout simplement à gober ce que les colons nous disaient. Et donc, pourquoi? Parce que l'information était encore l'apanage du colon, était encore l'apanage de l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et donc, plus personne ne peut, dans les monopoles de l'information et ne peut cacher indéfiniment l'information. Premièrement, donc la jeunesse, elle comprend les enjeux, elle a accès à l'information par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, il y a aussi cette volonté de pouvoir se mettre au diapason de l'évolution du monde. Au diapason de l'évolution du monde. Il y a plusieurs décennies, il y avait un Européen, disons, il y avait un Européen pour 5 Africains. Aujourd'hui, la tendance, elle est en train d'échanger. Ça veut dire la démographie en Afrique, elle est en train d'accroître. Et lorsque vous regardez l'Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard d'habitants. Et donc,
quand vous regardez ces chiffres-là, démographiques, au niveau africain, ben vous allez voir que 70% de cette population est jeune, dont la moyenne d'âge, elle est située entre 17 et 35 ans. Et donc, il y a aujourd'hui besoin de compétir avec les jeunes des autres continents. Absolument. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est beaucoup plus, on va dire, locale. L'Afrique, et je l'ai dit encore ici, c'est que les jeunes ne s'identifient pas au modèle de gouvernance que nous avons aujourd'hui en Afrique. On a parlé de l'entrepreneuriat, on parle de l'éducation. Parlons du système éducatif africain. C'est un système éducatif qui est aux antipodes des enjeux actuels. Aujourd'hui, qu'enseigne-t-on dans nos universités? Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos universités? Sachant que demain, il y a des guerres qui sont à nos portes. La guerre de l'eau, les climats, la transition énergétique. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne encore les latins. L'histoire de dans nos écoles. On nous enseigne encore... voilà, donc on nous enseigne ces histoires-là. Donc pour moi, c'est raison fondamentale avec l'aspect éducatif, mais il faudra que j'ajoute la diaspora. Voilà. La diaspora africaine, elle joue un rôle aujourd'hui important, un rôle d'éveil. Hier, la diaspora, elle jouait un rôle beaucoup plus économique, parce que bon, il fallait envoyer de l'argent à maman, aux frères qui sont restés pour l'école. Mais aujourd'hui, c'est plus la diaspora qui aussi joue un rôle avant-gardiste, tu vois, pour les continents. Et donc, je pense que ces raisons fondent l'éveil au fur et à mesure de la jeunesse africaine qui aujourd'hui veut voir une autre Afrique. Oui, il faut dire que c'est ce qu'on constate déjà, souvent on le constate dans le Sahel. Quand nous essayons de comprendre et d'assister à tous les changements qu'il y a, et puis surtout à l'engagement, comme tu l'as dit, il faut dire à la radicalisation, parce qu'ils ont un discours clair en politique, heureusement qui a choqué les vieilles écoles politiques. Alors, pour ce faire, soyons plus pratiques. Ce que vous venez de prendre, en fait, sont les idées politiques de l'heure. Ce sont les idées politiques, contrairement aux vieilles écoles, qui certainement avaient une autre manière de concevoir la politique. Mais ce que nous constatons, c'est que dans votre jargon, dans votre dire politique, l'idéal, que ce soit vous, que ce soit d'autres jeunes, éclairés bien sûr, que ce soit dans le Sahel, la politique a un autre objectif actuel par rapport aux anciens. Voilà. Mais pourquoi donc êtes-vous à la quête du bien-être de tous, alors que les schémas anciens, apparemment, ne visaient pas cela, parce que moi j'écoute des discours de partout. Vous êtes jeune, est-ce que dans vos discours ne se cachent pas des ambitions? Est-ce que ce n'est pas une forme de démagogie, permettez-moi, pour se taper une place dans le soleil? Et ce n'est pas une forme de démagogie pour que certainement Titi ouvre les portes? Voilà. Non, mais je pense que la politique démagogue, il faut la laisser. Moi, je considère la politique comme un sacerdoce. Voilà. C'est ni plus ni moins un sacerdoce. La politique, c'est la voie par laquelle on emprunte, on passe pour pouvoir répondre aux interrogations des plus d'un dans la société. Et donc, c'est de cette manière qu'il faut percevoir la politique. Et donc, comme disait le président Laurent Gbagbo, et donc ne vient pas en politique qui veut, eh bien on ne vient pas en politique pour se faire la place au soleil, on ne vient pas en politique pour s'enrichir, on vient en politique pour servir. C'est pour ça que quand nos députés, nos ministres, nos présidents, on les appelle des excellences, des honorables, mais c'est des appellations qui vaut leur pesant d'or. Absolument. Parce que lorsque vous regardez par exemple dans l'étymologie du mot excellence, vous trouverez les mots servir. Voilà. Mais lorsque vous allez dans le mot honorable, mais vous trouverez dans l'honorabilité l'essence du service. Absolument. C'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est pas par hasard que il a été désigné, il a été dit que les députés, par exemple au Congo, je pense que même ici, à Brazzaville, on les appelle les honorables. Donc, le langage commun. Ouais. Donc, la politique, c'est un sacerdoce. Moi, je m'inscris dans cette perspective-là. Maintenant, vous avez parlé d'ambition. Je ne vais pas être hypocrite, parce que je ne me revendique pas être de l'école de l'hypocrisie.
Voilà. Et donc, j'ai de l'ambition. Personnellement. Oui, on crée un parti. Voilà, on crée un parti politique. Pourquoi? On crée une organisation politique pour conquérir les pouvoirs, pour l'exercer et pour les conserver le plus longtemps possible. Voilà. Et partant de là, oui, nous, on a l'ambition en tant qu'organisation politique, mais après, on sait qu'il y a du travail à faire et on sait que chaque chose a son temps, mais cela ne nous empêche pas d'afficher clairement le fait que nous avons une ambition. C'est pour ça que nous avons créé une organisation politique, mais attention, nous n'avons pas créé un parti politique, nous avons créé plutôt un carrefour politique que nous appelons une plateforme politique. Parce que nous, notre objectif en RDC, je parle de nous, Horizon, nous, notre objectif, c'est de parvenir à la suppression des partis politiques. Parce que l'état de l'Afrique repose également sur la prolifération des partis politiques, parce que les mobiles pour lesquels justement on crée des partis politiques, c'est justement pour être au soleil et non pour servir. Et donc nous, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir l'avènement des grands ensembles politiques au détriment des partis politiques. Lors des élections de décembre 2023 à Kinshasa, en RDC, le ministère de l'Intérieur a transmis à la Commission électorale nationale indépendante une liste de 920 partis politiques. Mais lorsque vous parcourez les pays, et même lorsque vous parcourez Kinshasa, vous ne verrez pas 920 sièges des partis politiques. Donc ça veut dire c'est des partis mallettes, c'est des partis alimentaires, comme on dit. Et donc nous, on n'est pas dans cette logique-là. Vous pouvez en être sûr. On est plutôt dans une logique d'être des acteurs de la transformation de la République démocratique du Congo et plus globalement de l'Afrique. Merci pour prouver votre conviction, et chers téléspectateurs, nous parlons politique effectivement. C'est une école Marc Bazar, j'ai l'habitude de dire. La plupart des invités qui arrivent, en tout cas, ont souvent quelque chose à transmettre, parce que la culture démocratique est à construire, elle est à bâtir. Les leçons sont les mêmes en politique, on ne triche pas. Nous avons l'habitude de dire aux politiques, la politique c'est une question de vocation. Mais nous constatons ça, vous allez constater d'ailleurs, entre les deux rives. Vous avez des partis réellement qui ne sont pas créés pour viser ce dont la politique exige un parti politique. On crée un parti pour conquérir le pouvoir et le conserver. Mais on le crée parce qu'on a une vision pour son pays. Est-ce que tous les partis ont des visions? Est-ce que tous les leaders politiques, soi-disant, qui ont des partis politiques, ont franchement la vision? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a une mutation. Il y a une mutation, que ce soit au niveau de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. C'est un problème générationnel. Aujourd'hui, vous avez parlé des conférences nationales depuis la Baule. Mais vous allez constater que les jeunes nés après ces conférences nationales sont en politique, sont au centre dans les centres de décision, sont à la manette, ils sont dans des responsabilités. Donc, pour eux, c'est carrément assuré, ils ne connaissent pas ce passé. Donc, il faut peut-être que notre Afrique centrale, la sous-région, se saisisse de cette réalité. Mais cependant, je pense que vous vivez ces rapports de force. C'est ce que je vous pose comme question. Alors, une nouvelle génération qui arrive comme ça avec la vision telle que la vôtre, est-ce que c'est facile pour imposer cette vision, imposer cette manière de faire la nouvelle politique qui se démarque des politiques traditionnelles, qui consistaient juste à prendre le pouvoir pour le pouvoir, alors que le pouvoir est un instrument. Sans vision, on prend le pouvoir et on reste là. Conséquence, c'est un peu ce que toute l'Afrique vit. Je l'écoute chez vous, je l'écoute dans le Sahel, je l'écoute au Gabon, un peu partout. C'est la nouvelle donne. Alors, lorsque vous allez vous jeter, par exemple, dans la conquête de la chose, manifester, vous le faites déjà d'ailleurs, est-ce que vous pensez que ça sera facile avec ces vieilles écoles? Déjà, il faut dire que rien de plus grand n'est facile sur la Terre. Donc, quand vous voulez réaliser quelque chose de grand, vous vous dites que c'est jamais facile. Créer une entreprise, aller à un mariage, et tout ça, ce n'est jamais facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut jamais tenter. Donc, il faut tenter. Il faut de la résilience. Ce n'est pas un combat physique. Voilà, je dirais à la limite que c'est un combat d'idées, oui. Mais je suis même tenté d'ajouter pour dire que c'est un combat spirituel aussi. Voilà, donc parce qu'il ne faut pas occulter l'aspect spirituel. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour pouvoir évoquer l'aspect spirituel de cette lutte. Comment vous saisissez cet aspect?
Il faut savoir que les mondes, avant d'être matériels, avant d'être physiques, avant d'être palpables par les instruments du monde, il est d'abord spirituel. Et lorsque vous n'êtes pas connecté, je vais dire, sur les aspects spirituels, après c'est chacun qui entend de quoi est-ce qu'il s'agit, voilà, mais c'est ça en fait. Donc on n'est pas dans un combat où on doit se battre avec les aînés, avec nos papas, avec nos grands-papas, mais on est plutôt dans un combat d'idées. C'est ce qu'il faut leur dire. Voilà, on est plutôt dans un combat d'idées. C'est pour ça que en République démocratique du Congo, l'un des objectifs d'Horizon 2023, c'est de parvenir à ce que nous disons ou nous appelons renouvellement de la classe politique et non rajeunissement de la classe politique. Parce que attention, ici c'est pas une question de remplacer un vieux par un jeune. Voilà. Il est plutôt question du renouvellement de la classe politique. Parce que quand on parle de renouvellement de la classe politique, c'est un état d'esprit. Absolument. Ça veut dire, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans la gouvernance, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, un peu partout dans nos pays africains, mais qui sont aujourd'hui inféodés dans les systèmes mis en place. Ils assurent la continuation. Ils sont, voilà. Donc, c'est pas une question des jeunesses, c'est une question d'état d'esprit. On veut devenir ministre, on est député, on est maire de la ville, on est administrateur des territoires, on est chef des secteurs, on est président de la République. Pourquoi faire ? C'est là la question. C'est là toute la question. C'est là toute la question. Avec quel état d'esprit ? Donc nous, on se dit, ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible, il faut prendre les temps qu'il faut. En prenant les temps, s'assurer de travailler. Vous savez, il y a un principe qui dit, c'est dans les durs que les durs continuent. Absolument. Nous savons que c'est dur, mais nous allons continuer parce que nous sommes aussi durs. On fonce, quoi. Voilà. Ah oui, ça c'est des discours un peu rares sur ce plateau. En tout cas, je stimule le reste, surtout les panafricanistes. J'ai l'habitude de les recevoir aussi. Sans vous cacher, nous sommes sur ce débat. Et quand ils me suivent souvent, certainement, je dis, mais tiens, le débat est là, le fameux débat. Tout à fait. Voilà, la problématique ici avec les frères panafricanistes, c'est celui-là. Tout à fait. Mais vous avez parlé d'un aspect aussi très important, l'aspect spirituel. Tout à fait. Alors, l'aspect spirituel en ce moment-là vient pour... pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi l'aspect spirituel ? Mais l'aspect spirituel, il vient parce que le monde, il est régi par les spirituels. S'il est régi par le spirituel, vous savez bien que l'Occident a pu dompter l'Afrique de par ce spirituel. Et aujourd'hui, il faut dire pas mal des Africains se définissent par la spiritualité occidentale. Est-ce que faire de la politique dans ce plan spirituel occidental, c'est pas tomber de plus dans le piège, surtout qu'il y a même des écoles? À ce niveau-là, moi, je parlerai plutôt de la culture. Ouais. Ça veut dire, même la religion, ou si vous voulez, les spirituels, il ne peut pas être dissocié avec ce qu'on appelle la culture. L'Occident, l'Europe, l'Amérique et tout, chaque continent a sa culture. Nous, en Afrique, nous avons notre culture. Et dans notre culture, nous avons nos pratiques spirituelles. Vous savez, nous avons notre église, par exemple, qui est traditionnelle, c'est des églises qui ont été occultées par, je vais dire, la spiritualité occidentale. Moi, j'ai eu l'opportunité de conduire une grande délégation en 2016, si je ne me trompe pas, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, chez Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça. Et donc, moi, je me suis rendu là-bas et j'ai eu l'opportunité d'être reçu en audience privée, à tête avec Papa Simon Kimbangu, que je salue en passant et que je souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Et donc, dans les échanges avec les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, nous avons discuté sur des questions africaines. Les Congo-Brazzaville, l'Angola, les Congo-Kinshasa, c'était une même terre. Mais effectivement. Qui a séparé ça? C'est le blanc. Quelle était la raison? La conférence de Berlin en 1800. Quelle était la raison? Morcelé. Voilà. Et c'était parti d'où? C'était parti de l'espace Congo. Absolument. Et tout ça, donc, il faut intérioriser ces choses et c'est donner les moyens de travailler pour pouvoir rétablir l'Afrique dans la justice dont l'Afrique mérite. Et c'est ça les combats. C'est ça le combat et nous le constatons à travers, il faut le dire, certains chefs d'État. Permettez-moi, nous avons vu dernièrement des échanges qui ont marqué la jeunesse, contrairement aux derniers échanges. Le président Tshisekedi, par exemple, il a un leitmotiv.
il appelle au respect mutuel. Et c'est son mot, souvent lorsqu'il est en face des chefs d'État européens. Nous l'avons vu dernièrement avec Macron en face. C'était pas de tradition habituellement en Afrique. Voilà, il faut le dire comme ça. Et c'est là où nous sentons la montée de cette nouvelle classe. Et nous le constatons dans le Sahel. C'est des jeunes qui traitent tête à tête et qui défendent en tout cas l'intérêt de leur pays, de leur nation. Mais je me dis, pourquoi les anciens qui ont vécu le colon ou qui ont assuré la continuité n'ont pas compris cela, mais c'est la jeunesse déphasée avec ces époques qui rebondit. C'est capital, ce que je vous dis. Ben, moi, je vous ai déjà donné des raisons, parce que vous savez que au moins l'époque... il faut dire, est-ce parce qu'ils ont eu le temps d'observer le retard de l'Afrique? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'apprécier, où ils ont fait des lectures sur les différentes gestions, ainsi de suite? Ils ont pu mûrir la question parce qu'ils ont écouté, ils ont écouté. Alors que les autres sont dans les affaires. C'est pas évident de réfléchir lorsqu'on est dedans. Voilà, c'est là. Moi, je pense plutôt que c'est l'Occident qui n'a pas lu les signes des temps. Voilà, c'est important ça. Je pense que l'Occident n'a pas lu les signes des temps. Personnellement, j'ai l'opportunité, quand je suis en Occident, en Belgique, en France, un peu partout, d'échanger avec des sénateurs français, des députés français, même les membres du gouvernement français, aussi bien en Belgique, en France, et un peu partout où j'ai passé. Et donc, je disais à Pierre Cazeneuve, qui est le député du parti En Marche, qui me recevait à Rueil-Malmaison dans son bureau de député. Je lui ai dit avant que la situation, par exemple, au Burkina n'arrive, la situation avant que au Niger n'arrive. Au Mali, c'était déjà arrivé, mais je lui disais que ça allait s'étendre. Ah, d'accord. Ça allait s'étendre, et puis par après, c'est arrivé au Burkina, et puis par après, c'est arrivé au Niger. Aujourd'hui, ça arrive au Tchad. Bon, après, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut observer, mais je pense que très très bientôt, c'est en train d'arriver avec acuité au niveau du Sénégal. Donc, l'Occident n'a pas pu lire les signes des temps. Je vous ai parlé de la diaspora africaine qui joue aujourd'hui un rôle avant-gardiste. Rappelez-vous que il y a des décennies passées, nous ne voyions pas des marches des Africains sur des rues occidentales, ce qui est le cas aujourd'hui, même aux États-Unis, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a de plus en plus de dénonciations. Voilà, lorsque vous prenez par exemple la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une question qui aujourd'hui est devenue africaine. Absolument. Elle n'est plus congolaise. Moi, je vois, parlons des Charles Onana, parlons des autres, qui en font aujourd'hui une question des survies de l'Afrique continentale. Pourquoi ? Rappelez-vous, Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais après analyse, moi personnellement j'ai analysé, j'ai dit non, mais c'était même réductrice au fait. C'est plutôt le monde qui a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en Afrique. Et en Afrique où ? Au Congo. Et quand je parle du Congo, je parle même des deux Congos. Les bassins du Congo, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que simplement les pays les plus potentiellement riches sur la terre des hommes s'appelle quoi ? La République démocratique du Congo. Absolument. Et donc aujourd'hui la guerre que nous avons depuis 30 ans, 15 millions de morts, 6 millions de déplacés à l'est de notre pays, ben c'est pas les Rwandais à travers les supplétifs des M23, mais c'est les multinationales occidentales. Mais ces multinationales, ils sont accompagnés par qui ? Ils sont soutenus par qui ? Par les États. Absolument. Et donc tout ça, les Africains, la nouvelle génération que nous sommes, avec d'autres amis, c'est compris. Mais je pense que certains chefs d'État africains commencent petit à petit à comprendre et à entrer dans la mouvance de leur population. C'est le cas aujourd'hui, apparemment, je dis bien apparemment, du président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Ouattara, qui apparemment commence à comprendre parce que... Il a ouvert les portes à la fois aux armées françaises. Justement, ce qui a choqué tout le monde d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses... Parce que c'est un défenseur cru. Tout à fait, parce qu'il y a des choses à dire. Quand s'il faut évoquer la CEDEAO, par exemple, il y a des choses à dire et à redire. C'est la honte. Et donc, bref, je pense qu'on en est là.
on en est là, donc l'éveil il est là, l'Occident n'a pas compris, aujourd'hui ils sont en train de comprendre. J'ai eu la chance de rencontrer M. Jean-Marie Bockel dans son bureau privé à Paris, je crois il y a 1 an et demi. On discute avec lui sur des questions africaines, mais quand je l'ai vu en N'Djamena et puis après je crois à Dakar, les rapports et les déclarations qui ont été faites par lui après, bon, je pense que c'était des rapports encore une fois de plus condescendants, qui n'arrivaient pas vraiment à intégrer la réalité africaine actuelle. Et donc nous avons des efforts à faire. Il faut refonder l'Union africaine. Moi, aujourd'hui, sur votre plateau, j'appelle à la refondation de l'Union africaine. Et pourquoi ? Oui, mais parce que l'Union africaine, parlons-en. Parlons-en, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples africains se disent qu'ils ont une organisation continentale qui soit au service des Africains ? Je pense que la réponse, elle est non. Lorsque nous regardons la zone CFA, est-ce que cette question monétaire sur les CFA est une question aujourd'hui? Les Congo-Brazza et les 14 États de l'Afrique de l'Ouest devraient aujourd'hui, en plein 21e siècle, continuer à avoir une monnaie qui est battue plutôt en France qu'en Afrique. Et nombreux États ne posent pas la question sur la table. Est-ce que pouvons-nous parler de la souveraineté d'un État lorsque vous ne savez pas battre votre monnaie, lorsque vous ne savez pas avoir contrôle sur votre monnaie? Mais l'économie, c'est la monnaie. Donc il n'y a pas de souveraineté sans la monnaie. Et donc, l'Union africaine, elle doit pouvoir se pencher sur ces questions-là. La guerre de l'Ukraine, voilà. Est-ce qu'on peut en parler pour voir l'attitude de l'Union par rapport à l'Ukraine face à la Russie? Bon, la RDC, elle est attaquée depuis 30 ans. Nous avons la guerre au Soudan. Voilà. Nous avons les conflits au Sahel. Voilà. Nous avons les conflits en Libye. Ici, je profite de votre micro pour saluer l'action du président Denis Sassou Nguesso au niveau du conflit libyen. Oui. Parce que je suis de très près l'action du président Sassou en Libye. Petit à petit, je vois que ça commence à rééquilibrer un peu les conflits en Libye. Donc, l'Afrique est aujourd'hui dévastée par les guerres. Et quel est le rôle de l'Union africaine? Sent-on vraiment l'Union africaine, l'action de l'Union africaine dans les quotidiens des questions épineuses qui rongent l'Afrique? Alors, en tout cas pour ça, c'est chacun qui a sa réponse. C'est évident, c'est pertinent. Ben la réponse, elle est non. Non, mais elle est non. La réponse, elle est non. Il ne faut pas que chacun ait sa réponse. Il faut que les Africains soient unanimes sur cette question de dire il faut la refondation de l'Union africaine. Parce qu'on ne peut pas, d'une part, dire que nous avons une organisation continentale, mais dont les financements pour le fonctionnement de cette institution viennent de l'Europe. Voilà. C'est contradictoire. Vous expliquez comment d'avoir votre épouse et vos enfants à la maison si c'est les voisins qui vous nourrissent. Voilà. Vous n'êtes pas digne d'être père. Non, vous n'êtes pas digne. Et puis, vous n'êtes pas digne d'être époux. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais cette situation doit changer. Mais parlons un peu de l'Est dans ce sens. On ouvre la brèche. Voilà, on ouvre cette brèche-là. Vous avez évoqué une question qui préoccupe l'Afrique et de même l'homme noir. Parce que j'ai suivi chez les Caribéens, plus précisément les Jamaïcains. En tout cas, on a tenu une conférence de presse. Je suis dans, il faut dire, Black Power. Voilà. Tout à fait. On a tenu une conférence de presse sur la question. Tout à fait. C'est, il faut dire, là où vous étiez en Kamba. Oui. Voilà, ce grand prophète est cru. Oui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dans les Caraïbes. Voilà, on a eu à exister. Ils ont tenu une conférence de presse. Ils avaient du mal à comprendre que des pays frères qui ont presque une même histoire, un pays frère, je le dis clairement, puisse ouvrir les frontières d'un autre pays frère pour servir l'Occident. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup de tentatives de négociation. L'Occident, clairement aujourd'hui, a les mains là-dedans pour son développement. L'Union africaine ferme les yeux. Les États africains ferment les yeux. Donc on parle de l'unité de l'Afrique, curieusement. Alors, ce qui taraude dans les ménages de la plupart des Congolais d'ici, de partout, est-ce que cette guerre peut avoir une issue de sortie?
Je pense que la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo va avoir une issue des sorties. Si seulement si nous prenons nous-mêmes le destin de la fin de cette guerre entre nos mains. Cette guerre ne finira pas par... je suis pour les maintiens comme diplomate de formation. Je suis pour les maintiens de l'action diplomatique, de la démarche diplomatique qu'a menée avec, je vais dire, brio les présidents Félix Tshisekedi. D'une part, mais en même temps, aujourd'hui, il faut promouvoir l'option militaire pour pouvoir s'autodéterminer et donc mettre fin à cette... Est-ce que l'option militaire ne va pas embraser la sous-région? Parce que la RDC, c'est un continent. Il faut le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, et d'ailleurs c'est le seul président de la RDC qui l'ait fait, ce qu'il a fait les tours des 9 voisins. Il a été en Tanzanie, il a été en Zambie, il a été au Rwanda, il a été en Ouganda, il a été au Burundi, il a été un peu partout chez les 9 voisins pour pouvoir ramener les uns et les autres à comprendre la nécessité du vivre ensemble. Voilà. Parce que l'humanité et Dieu, voilà, a voulu que, nous soyons 9 voisins. Et les richesses que Dieu a voulu donner à la République démocratique du Congo ne sont pas que des richesses pour la RDC. C'est des richesses pour les voisins, mais pour l'Afrique, plus globalement. Et donc, si nous voulons servir des bras séquiliers à ceux qui nous endeuillent, c'est malheureux. Absolument. Malheureusement, certains États voisins de la RDC ont compris cette démarche, mais le président Paul Kagame, jusqu'à preuve du contraire, ne comprend pas l'essence de la main tendue de la République démocratique du Congo, mais tout ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait depuis qu'il est à la tête du pays, je crois c'est de nature de prendre aussi l'humanité tout entière à témoin, parce que à un certain moment... En tout cas, fort dans sa communication diplomatique. À un certain moment, je pense qu'on est en train d'y arriver. Les Congolais vont se prendre en charge pour pouvoir finir cette guerre-là. Je rappelle simplement que la RDC, aujourd'hui, c'est 120 millions d'habitants et que les Rwandais, c'est pas 10 millions d'habitants. Et donc, vous comprenez un peu ce que je vais dire. Le président Tshisekedi est arrivé. Je crois qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits au niveau militaire, notamment par les recrutements, par l'équipement, par la professionnalisation, on va dire de nos FARDC. Il y a des efforts qui sont en train d'être consentis. Et donc, on ne va pas indéfiniment rester les yeux tournés vers la communauté internationale. À un certain moment, nous irons vers la montagne si la montagne ne veut pas venir vers nous. En tout cas, voilà, il fallait bien toucher cette question qui reste d'actualité. Et cette actualité, j'avais toujours souhaité avoir des diplomates congolais sur ce plateau. Malheureusement, les avoir, c'est difficile. Sinon, c'est des questions qui doivent nous préoccuper. Parce que quand la RDC bouge, c'est le pays le plus riche, il faut dire comme ça. Si la RDC arrivait à éclore toute cette richesse, je crois que l'impact, c'est au niveau continental. Kadhafi a su le dire même à l'époque. C'est quand même triste que ça ne préoccupe pas les états-majors des États africains, que ça ne préoccupe pas l'Union africaine, il faut le dire. C'est un appel d'ailleurs. Alors, ouvrons un peu la brèche au niveau, portons un regard sur un peu l'actualité. Nous avons le même problème ici, celui de la violence au milieu urbain. Et entre les deux Congos, nous avons constaté un vide et le manque, il faut dire comme ça, permettons le terme, l'autorité de l'État vis-à-vis de la violence urbaine qu'on appelle Kolona. D'une part, on veut changer les enfants, on veut les éduquer, mais c'est les mêmes qui sèment la mort et qui donnent du travail à la force publique un peu partout. Mais la nouveauté en RDC, c'est l'arrivée de ce nouveau ministre de Constant la justice. Moutamba, hein? Constant Moutamba, que je salue en passant. Alors, il a promulgué une loi. En tout cas, une loi que nous avons eu à découvrir, celle, pour ceux qui ne le savent pas, de la peine de mort. Alors, est-ce que la loi a été bien accueillie en RDC? Parce que vous savez, chez nous les Bantous, le parent est accroché à l'enfant. Voilà. Alors que certains États sont en train de bannir cette loi. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Bon, il faut déjà dire que la peine de mort en République démocratique du Congo, elle avait toujours existé. Simplement,
il y avait eu ce qu'on avait appelé les moratoires sur la peine de mort qui avait été mis un peu en sursis, on va dire. Ouais. Maintenant, c'est vrai que dans plusieurs pays, avec cette histoire des droits de l'homme, ainsi de suite, avec la pression aussi d'un certain pays de l'Occident et tout ça, ont aboli la peine de mort. Mais maintenant, après, on n'a pas les mêmes réalités. Voilà. On n'a pas les mêmes réalités dans nos États. La peine de mort en République démocratique du Congo, elle a été remise, elle a été rétablie, voilà. On va dire. Elle a été rétablie. D'une part, pour pouvoir dissuader tous ces, allez, on va dire, tous les délinquants, tous ces enfants qui s'adonnent à cœur joie, à ôter la vie et à vandaliser les biens des gens. Donc je pense que c'est pour cette raison-là, d'une part, mais d'autre part, il n'y a pas que les Kuluna. La peine de mort, elle a aussi surtout été rétablie parce que nous avons évoqué la question de la guerre à l'Est. Ah oui. Mais savez-vous que la pérennisation de cette guerre jusqu'à aujourd'hui, c'est justifié aussi par le fait que l'armée dans notre pays a été plus ou moins infiltrée par plusieurs personnes, mais que malheureusement, même des Congolais eux-mêmes étaient un peu des traîtres vis-à-vis, ont trahi vis-à-vis les pays. Donc, le rétablissement de la peine de mort, c'est pour essayer d'endiguer un peu et les traîtres de la nation qui coalisent avec l'ennemi pour pouvoir ensanglanter assez longtemps le pays, mais d'autre part, au niveau de la sécurité intérieure, pour pouvoir mettre un peu hors état de nuire les paisibles citoyens et la sécurisation de leurs biens, notamment par les phénomènes Kuluna et autres. Pour la République démocratique du Congo, l'option il a été levée, donc il est là. Pour nous, cette disposition est aujourd'hui en vigueur et donc ça va s'appliquer à toute seule, tout celui qui va pouvoir tomber dans le panneau des dispositions légales qui nécessiteraient à ce que cette disposition des peines de mort puisse s'appliquer. Merci beaucoup, Bakulu Naboyoka, comme on dit. Mais en tout cas, c'était salué, hein, c'était vraiment salué. Parce non, mais c'était salué aussi à Kinshasa, donc c'était salué un peu partout. Oui. Vous savez... le Congo doit faire école, parce que... Il doit y avoir de l'ordre. Il doit y avoir de l'ordre dans nos États, et l'État doit pouvoir imposer l'ordre et utiliser les mécanismes nécessaires pour pouvoir justement imposer l'ordre et permettre aux citoyens de vivre paisiblement. C'est ce que recommandent même les constitutions. Alors, nous allons pas à pas vers la chute de la boucle. Alors, une dernière préoccupation, il y a un bruit en RDC, c'est connu de tous, le changement de la constitution. Alors, hier, c'est le président Tshisekedi, qui j'ai encore ses discours aujourd'hui, qui tenait tête au non-changement. Mais aujourd'hui, il arrive, il pense qu'après 2 mandats, il faut changer la constitution. Est-ce qu'à l'horizon, ça ne présente pas un danger ? Connaissons bien notre environnement, nos environnements politiques. Et je connais la ténacité des opposants là-bas, et même des milieux spirituels. Voilà. Est-ce que c'est la bienvenue? Bon, vous savez, monsieur le journaliste, parlons peu, parlons bien, parlons clairement pour que les Africains comprennent. Lorsque vous prenez l'architecture constitutionnelle des différentes constitutions des pays africains, c'est des constitutions qui n'ont absolument rien à voir avec la culture, avec les mœurs, avec les réalités sociétales de nos États. Première chose. Deuxième chose, la constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo est une constitution des belligérants. Parce que souvenez-vous que cette constitution est l'émanation des discussions des Sun City. Ah ouais. Parce que rappelez-vous que cette constitution avait mis autour d'une table les rebelles et les pouvoirs de Kinshasa d'antan. Il y avait d'une part le MLC, le RCD, les RCD-KML et ce qu'on appelait à l'époque l'opposition non armée qui était à l'époque conduite par Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président de la République. On a eu cette constitution, mais puisque vous parlez du président Tshisekedi, rappelez-vous que en 2006, lors du référendum constitutionnel, son parti, l'UDPS, avait boycotté
ces référendums, avait donc demandé à ses militants, et même plus largement aux Congolais, de boycotter les référendums, premièrement. Deuxièmement, troisièmement, monsieur le journaliste, dans la classe politique congolaise actuelle, à Kinshasa, dans l'opposition, et je dirais même dans la société civile. Et quand je parle de la société civile, je vois l'Église catholique, parce que vous avez parlé, vous avez évité de les citer, mais moi je les cite. Voilà. Ils ont une position dure, très dure. Connaissez-vous un seul acteur politique au Congo qui n'a pas parlé à un moment ou à un autre de la révision ou du changement de cette constitution? Ça n'existe pas. Tout le monde, à un certain moment, a demandé la révision ou les changements de la constitution. Je vais vous citer un nom de mon frère, Delis Esanga, qui est aussi un opposant. Oui. Mais il m'a remplacé sur les fauteuils d'une émission en campagne de vos confrères des Top Congo à Kinshasa. Et donc, la question qui lui a été posée, la première, c'est: vous arrivez demain au pouvoir, puisqu'il était candidat président de la République, vous arrivez demain au pouvoir, quelle est la première action que vous faites? Quelle était sa réponse? Je change la Constitution. Et il relève 52 dispositions constitutionnelles qui doivent pouvoir changer. Est-ce que n'avez-vous pas, en République démocratique du Congo, à un certain moment, suivi l'Église catholique qui parlait de la révision ou du changement de cette Constitution? Mais aujourd'hui, les PPRD, pour ne pas parler du FCC, du président honoraire, aujourd'hui, quand ils parlent de ne pas toucher à cette Constitution, mais en 2011, qui l'ont revu cette Constitution? Ce n'est pas eux. Mais en 2015-2016, lorsque Papa Kengo Adondo, alors à l'époque président du Sénat, va sauver la nation à l'embrasement, mais c'était pourquoi? Mais c'était parce que, souvenez-vous du livre du professeur Évariste Bochab, ministre de l'Intérieur à l'époque, entre l'inanition de la nation et la révision constitutionnelle. Mais c'était quoi? Maintenant, souvenez-vous aussi que sur les plateaux de vos confrères français des France 24, Tshisekedi les pères de son vivant, paix à son âme, disait qu'une fois l'UDPS au pouvoir, nous allons changer la Constitution. Mais l'UDPS, je pense, je ne suis pas de l'UDPS, mais l'initiative du président de la République, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. L'initiative du président de la République, c'est de pouvoir doter à la République démocratique du Congo une Constitution qui puisse être les reflets de Congolais. Une Constitution qui va être rédigée de bout en bout par les Congolais. Pas une Constitution où les Belges, vont s'organiser à envoyer une commission constitutionnelle avec un Congolais perdu, devenu belge, qu'on appelle professeur Kabamba, qui a conduit... voilà. Donc, horizon 2023, le 30 décembre 2024, nous fêtions nos 3 ans d'existence, et au cours de cette activité, nous avons pris officiellement position après avoir consulté nos bases, les coordinations provinciales, les coordinations de l'étranger. Nous avons donc officiellement pris position pour les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous, on n'est pas dans la culte ou dans les cultes des personnalités. Nous, on est sur des questions alignées sur des questions d'État. Et lorsque on veut parler des questions d'État, on ne les parle pas avec l'état d'âme, mais on traite des questions d'État avec l'âme d'État. Et donc, nous sommes, nous, alignés sur les changements même de la Constitution de la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, horizon 2023, ces réclame partie prenante dans la commission qui va être dans le tout prochain jour mise en place par les présidents Tshisekedi, parce que nous avons nos suggestions et nos propositions par rapport à la nouvelle Constitution que nous devons avoir. Merci beaucoup de nous avoir permis d'épuiser toutes ces préoccupations. Le temps nous est imparti présentement. Alors, nous allons commencer notre chute. Alors, Monsieur Dadi Tshiswaka, après cet échange, au-delà de tout ce que nous avons eu à dire, sinon on avait beaucoup à dire, nous laissons l'opinion donner satisfaction. Alors, s'il y a un mot à dire à l'opinion sur
première partie que nous venons d'aborder, le regard que nous avons porté sur les changements politiques qu'il y a en Afrique et la réalité politique vécue aujourd'hui en RDC. Votre caméra est là, vous dites ce que vous pensez. Ben, mes chers frères, sœurs d'Afrique, l'Afrique négocie aujourd'hui la reconquête de son histoire, de sa culture, de son émancipation. C'est avec courage, abnégation et résilience que nous devons prendre ces combats à bras-le-corps pour pouvoir justement honorer la mémoire de nos pères des indépendances qui ont consacré leur vie pour que l'Afrique puisse être un continent aux côtés des autres qui s'épanouit et qui décide par elle-même. Mais également, nous devons veiller sur nos gouvernants pour que la gouvernance de nos États puisse refléter et rencontrer les aspirations profondes que nous avons et qui doivent rencontrer des réponses à travers la manière de gérer de nos dirigeants. Et donc pour la République démocratique du Congo, aujourd'hui il est question de pouvoir promouvoir la cohésion nationale. Nous sommes en proie de la guerre. Il faut promouvoir la cohésion nationale. Il faut bannir les discours d'un des opposants que j'ai suivi dernièrement, qui appelle un peu dans une sorte de séparatisme. Nous, Horizon 2023, nous prêchons la cohésion nationale, nous prêchons l'unité nationale, mais surtout nous demandons à ce que nos besoins soient rencontrés dans la nouvelle constitution que nous aurons probablement dans les jours à venir. Et si vous permettez, pour finir, oui, je voudrais, comme j'ai commencé, saluer ici mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville, puisque je suis à Brazzaville. Ouais. Je voudrais aussi appeler tous les politiques, surtout les partis politiques des jeunes qui sont ici au Congo-Brazzaville, qui auront l'opportunité de suivre cette émission, de prendre contact avec votre média, parce que nous avons besoin des partenariats politiques, parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans partenariat. Absolument. Et donc, nous nous ouvrons à nos frères et sœurs du Congo pour des partenariats qui puissent nous permettre d'éclore. Voilà, d'éclore et d'aller de l'avant. Et je salue Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, tous les membres du gouvernement, les autorités des institutions différentes du pays. Et je vous remercie surtout pour votre invitation. Merci. À vous et à toute la grande direction de votre média. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà qui a été de mon échange avec M. Dadi Tshiswaka, coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023 de la RDC. Alors, les questions ont été très sérieuses et puis nous n'avons pas eu assez de temps pour plancher là-dessus, pour creuser. En tout cas, je retiens une chose, l'appel est lancé, une nouvelle vision qui naît en Afrique. En tout cas, la politique voudrait se faire d'une manière continentale. L'appel venait d'être lancé, donc quitte aux politiques jeunes du Congo. En tout cas, d'écouter cet appel, que de faire la politique entre les quatre murs du Congo. Il faut sortir parce que la question devient purement continentale. Au reste, nous avons retenu que la guerre de l'Est devait intéresser en tout cas tous les politiques d'ailleurs de l'Afrique et surtout l'intelligentsia africaine. Voilà. Et puis, il faut dire que notre organisation, voilà, l'Union africaine est à refaire parce qu'elle est en état de latence, il faut le dire comme ça. Allez, au reste, en tout cas, gardez votre fibre africaine surtout. Les panafricanistes, je vous invite sur ce plateau pour apporter plus de lumière à ce que ce frère vient de dire. Alors, si j'ai un mot à dire, en tout cas, je salue tous les politiques de la RDC, plus précisément le Fatih Beton, nous l'appelons comme ça. Merci. Voilà. Nous suivons de près l'actualité. Et surtout la presse de la RDC. Tout à fait. Voilà. Et Mac Bazar, ce plateau, tient absolument, de par votre truchement, arrivé à Kinshasa, travailler sur des grandes questions. Vous êtes les bienvenus et Horizon 2023 vous aidera dans ces sens. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je salue tous les collègues de la RDC. J'aime mon grand plateau que j'aime là-bas. Bossolo la politique, je suis de près. Bon, avec beaucoup de grands frères là-bas que je ne vais pas citer dedans. Alors, merci. Bon retour à toi. Merci. Et avec toute ton équipe qui t'accompagne. Merci. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci. Merci.